Tonnerre, le 8 mars 2025. Cher Ayou Dariae, le monde entier vous a découvert le 4 novembre 2024. Votre corps si frêle, droit, fier, déambulant avec assurance sur le parvis de l'université de Téhéran. Votre corps que vous avez en partie dénudé, bravant ainsi les interdits de la police des mœurs. Les voiles noirs ne cachaient pas suffisamment vos formes et vos cheveux, qu'à cela tienne. Vous les avez fait tomber. Plus de tissu noir, épais, asphyxiant, plus de voiles, plus d'ombre, plus de corps effacés. En soutien-gorge, culotte et soquette claire, vous avez affiché une liberté fondamentale, inaliénable, celle d'être un corps libre qui s'appartient, qui choisit, affirme son identité, ses idées, et qui n'a plus honte de son sexe, d'être né fille, de devenir femme. Le 2 novembre 2024, la police des mœurs vous arrête et vous enferme dans un hôpital psychiatrique. Aux yeux des mollahs, votre comportement dans l'espace public ne peut être que celui d'une hystérique, celle dont le seul utérus pense, d'une femme dénaturée, contre nature, déréglée, en un mot, folle. Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle de vous. Quand je pense à vous, je me perds dans des images glaçantes. Quelle torture subissez-vous? L'isolement physique et psychique, le viol? Ce qui est certain, c'est que votre corps obsède ces fanatiques qui emploieront tous les moyens pour vous dresser, vous mater, vous faire entrer dans leur ordre, celui du fanatisme religieux qui broie l'individu. Avec vous et pour vous, je cite Voltaire, pour lequel écraser la femme fut le combat de sa vie et, quoi qu'en disent les petits esprits, l'individu le plus éclairé du XVIIIe siècle. Quand je pense à vous, je pense à Olympe de Gouges. La chronologie est confondante. C'est un 3 novembre, 231 ans avant vous, qu'elle a été guillotinée après 5 mois de détention qui n'ont été qu'humiliation et souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle avait bravé tous les interdits faits aux femmes dans l'espace public. Être libre de son corps, de ses idées, de ses ambitions. Sa faute? Avoir écrit et signé des textes qui auraient eu, paraît-il, l'objectif de fragiliser la jeune République. D'ailleurs, entre vous deux, il y a un autre point commun qui m'est cher, votre amour pour la littérature et la langue française. Car jusqu'à ce 2 novembre 2024, à Téhéran, vous étudiez la littérature française, probablement parce que vous aimez ce que notre littérature incarne, la liberté, la transgression, le courage, l'universalité, le souffle créateur, en un mot, la vie. Il me faut terminer cette lettre. Dans les secondes qui viennent, nous allons partager les émotions, la liberté, le courage des Olympes de Tonnerre que l'on ne présente plus. Elles ont compris à quel point l'écriture libère, émancipe. L'écriture donne une place et un nom. Vous les aimeriez, cher Ayou. Elles s'appellent Evelyne, Colombe, Aline, Monique M, Muriel, Bernadette, Dominique, Annie, Nicole, Monique T, Patricia, Marie-Hélène ou Amélie. Quant à Maëlys, Lisa et Madalena, qui ne manquent ni de courage ni d'ambition, elles sont des Olympes en construction. Elles tracent leur propre chemin, celui de l'émancipation. Elles seront des individus, je dis bien des individus, libres et indépendants. Je crois qu'elles sont toutes d'accord pour signer avec moi cette lettre. Nous vous dédions, cher Ayou Dariae, ce spectacle épistolaire. Nous vous aimons et nous pensons à vous. À toutes et à tous, une magnifique écoute.
Chères spectatrices, chers spectateurs, en ce jour du 8 mars, fête de Jean de Dieu, je vais vous parler des saints. Vous connaissez tous Saint-Vincent, Saint-Valentin, Saint-Nicolas. Oh, mais je m'égare. Je reprends. Je vais vous parler des saints, S-E-I-N-S. Vous savez, ce qu'on appelle communément les nénés, les doudounes ou encore les herbailles. Et quoi de mieux que le petit Larousse pour en trouver la définition? Organe pair très développé, situé à la partie antérieure du thorax chez la femme et qui contient la glande mammaire. Mais cette définition ne me suffit pas. Si je demande à une jeune fille de 11 ans, à une minette de 20 ans, à une jeune maman de 30 ans, à une femme mûre de 50 ans, à une mamie de 70 ans, ou même à un homme, les définitions seront bien différentes. La jeune fille de 11 ans me dira que c'est l'objet de toute son attention, qu'elle surveille tous les jours si ses seins poussent et qu'elle a hâte d'aller acheter son premier soutien-gorge. La minette de 20 ans me dira qu'ils sont son atout séduction, qu'elle choisit avec soin un haut moulant ou un décolleté plongeant pour aguicher le plus beau gosse de la femme. La jeune mère de famille me dira que c'est le garde-manger de son bébé, qu'elle adore les sentir gonflés et remplis de lait. La femme de 50 ans me dira que c'est son angoisse, qu'elle se palpe 10 fois sous la douche le matin, qu'elle appréhende à chaque fois qu'elle va se les faire aplatir entre deux plaques de plexiglas. La mamie de 70 ans me dira que c'est plus que c'était, et le soir, quand elle se déshabille, il lui tombe sur les genoux. Enfin, là j'exagère un peu. Et l'homme alors, il me dira que ce sont ses joujoux le soir sous la couette. Mais que serait la femme sans ses seins? Vous me direz, une Amazone. Non, pas le site d'achat en ligne. Amazone, c'est ce peuple mythique de femmes guerrières, lesquelles, selon la légende, se coupaient un sein pour mieux tirer à l'arc. Des femmes sans sein, nous en trouvons toujours aujourd'hui. Ces femmes sont aussi des guerrières, mais surtout des survivantes. Elles ont connu la maladie et en sont ressorties encore plus fortes. Même sans sein, elles n'en restent pas moins des femmes. Elles aspirent toutes à se sentir bien dans leur corps, belles pour les autres et surtout pour elles. Certaines choisissent de faire une reconstruction au prix de plusieurs interventions douloureuses. Elles retrouvent leur féminité, peuvent de nouveau s'admirer dans le miroir et attirer le regard des hommes. D'autres restent avec une asymétrie de leur poitrine qui rappelle leur histoire, mais elles l'assument. Et certaines vont encore plus loin, comme cette femme qui s'est fait tatouer, à la place de sa cicatrice, un colibri sur une branche et qui s'est fait photographier pour paraître dans un magazine. Messieurs, continuez à poser votre regard sur les seins des femmes. J'ai bien dit le regard. Et vous, mesdames, continuez à aimer vos seins. Tous les seins des femmes sont beaux. Je voudrais terminer ma lettre en vous citant un proverbe arabe et vous laisser méditer. Le paradis de la terre se trouve entre les seins d'une femme, sur le dos d'un cheval, dans les pages d'un livre. À mes seins sains. En 23 ans de surveillance post-cancer, j'ai comptabilisé à ce jour 32 mammographies. La mammo, comme on l'appelle, tout un programme. On est debout devant cette machine froide et très à la pointe de la technologie. C'est là qu'intervient la technicienne, dite manipulatrice, elle porte bien son titre, pour nous prendre en charge. Elle nous guide pour chaque sein. Celui-ci est placé en sandwich entre deux plaques de plexiglas, aplati de haut en bas, puis de côté dans un second temps, à l'horizontale, à la verticale. À ce stade, la technicienne, toujours manipulatrice, s'adresse à nous en disant « Respirez, ne respirez pas, ne bougez pas ». Comment dire? Comment ne plus respirer quand le sein est compressé très fortement et que cela fait très mal? Ne bougez pas. Ah non, on ne risque pas de bouger, on est coincé et pas question de s'échapper. Alors, on prend sur soi. On sait que cela dure peu de temps et que cela concerne notre santé. Il faut se blinder psychologiquement et différer la douleur. Un vrai exercice sur soi.
C'est alors que la technicienne revient et on l'entend dire « On vous refait un cliché par précaution ». On ne s'habitue pas, jamais. On subit, bien obligé. C'est l'ascenseur émotionnel, angoisse, peur, puis soulagement et joie. Parce qu'il faut passer ces mammographies de contrôle qui permettent de savoir que rien n'est revenu, que tout va bien, que le sein est sain. Bonjour mesdames, je voudrais vous parler de moi. Je ne suis pas un inconnu, mais je sais que vous ignorez beaucoup de choses à mon sujet. Je ne veux pas vous faire une leçon d'anatomie, mais je crois nécessaire de me présenter plus en détail. Pourquoi? Mais parce que j'en ai assez d'être ignorée, effacée, méprisée, dénigrée et parfois mutilée. Excision, infibulation, introcision. Vous connaissez? Pourquoi de telles pratiques? Parce que coucher avec une femme non excisée provoque la mort? Parce que le clitoris tue l'enfant à la naissance en le touchant? Parce que le clitoris a une influence diabolique? Que nenni! D'ailleurs, cette pratique n'est pas qu'affaire de sauvage. À une époque, la clidéridectomie était pratiquée dans nos pays dits développés pour corriger l'instinct sexuel de jeunes filles tombées dans un état tenu pour malsain par la société. Ces mutilations ne sont-elles pas plutôt, avec tout leur cortège d'horreur et de souffrance, des actes de haine et de peur secrète envers les femmes? En tout cas, elles confirment. Le paradis des hommes est bâti sur l'enfer des femmes. Pardon, je me laisse emporter et je réalise que je ne suis pas vraiment présentée. Je suis l'appareil génital féminin. Vous comprenez pourquoi je suis intimement révoltée par ces actes de barbarie. Comme l'a dit Cousteau, on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Et comme on me connaît peu, ma protection est loin d'être assurée. D'où l'urgence de me faire connaître et, si possible, apprécier. Pour commencer, une petite question. De quoi suis-je composée? De la vulve, du vagin, de l'utérus, des trompes et des ovaires. Le vagin, l'utérus, les trompes utérines, les ovaires, on connaît assez bien. Par contre, la vulve, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des organes génitaux externes de la femme. Cela comprend les grandes et petites lèvres, la partie externe du clitoris et son capuchon, ainsi que l'entrée ou vestibule du vagin. Ces différents organes sont richement innervés. Ils ont une fonction sexuelle liée au plaisir, spécialement le clitoris dont l'unique fonction est le plaisir. Quant au vagin, il n'est pas du tout un tube droit, il est sinueux. Sachez qu'il s'auto-nettoie en permanence et qu'il est fortement déconseillé de lui faire subir des douches vaginales et autres décapages. Eh oui, je savais bien qu'il était nécessaire que je me présente et que je vous parle un peu de moi, de nous en fait, et dire que Freud, avec son complexe de castration, croyait ou voulait faire croire que les femmes étaient jalouses des hommes et de leur pénis. En réalité, non seulement mon clitoris dans sa totalité ressemble beaucoup au pénis, mais en plus c'est le seul organe humain uniquement dédié au plaisir. En fait, ce sont plutôt les hommes qui devraient nous envier. Ah, j'oubliais une dernière chose, les poils. Considérés comme sales, ils sont de plus en plus rasés, même s'il semble que la tendance commence à s'inverser. Pourtant, ils font partie de l'anatomie et ils sont érogènes. Le bulbe des poils se trouve dans les couches profondes de la peau. Lorsque le poil est frotté, il fait vibrer les terminaisons nerveuses, ce qui contribue à l'excitation. De là à dire que couper ses poils revient à se couper du plaisir, enfin bon, je dis ça, je dis rien. Bon, il y aurait encore beaucoup à dire à mon sujet, mais je ne voudrais pas vous lasser. J'étais heureux de partager ce moment avec vous. J'espère que nous aurons l'occasion de faire plus ample connaissance. Votre bien dévoué et ardent appareil génital féminin. Aux cicatrices. Elle en a plus d'une vingtaine. Elle ne les aime pas toutes. Il y en a même qu'elle a détestées, puisque chacune lui rappelle un moment plus ou moins douloureux de sa vie.
Si aujourd'hui, elle a fini par toutes les accepter, même les plus récentes qui ont à peine 1 an, ce ne fut pas le cas pendant de longues années. À la première, elle a seulement 6 ans. Elle la doit à son frère aîné, qui lors d'un jeu un peu brutal la blesse au visage, lui laissant sa première cicatrice sous l'œil gauche. Celle-ci ne l'a jamais gênée. Elle l'aime encore plus aujourd'hui, son frère n'étant plus là. C'est comme s'il lui disait « Tu vois, tu serais toujours là avec toi ». Quelques années passent, elle a 9 ans, et voilà, première hospitalisation, avec première intervention chirurgicale qui lui laisse un très mauvais souvenir. Ce n'est que le début d'une longue histoire. Beaucoup, mais vraiment beaucoup vont suivre, et ce durant plus de 40 ans. Les problèmes médicaux vont engendrer un grand nombre d'hospitalisations avec interventions et mutilations plus ou moins douloureuses. De cette vingtaine de cicatrices, il y en a qu'elle a vraiment haï tant elles ont abîmé son corps de jeune femme. Elle apprend à vivre avec ses maladies, ses blessures, ses douleurs, et surtout ces fameuses cicatrices qui lui rappellent à quel point elle a souffert, mais combien elle a réussi à surmonter tous ces moments difficiles. Les années passent. Elle n'est plus cette jeune femme traumatisée par tous ces stigmates qui l'ont tant fait souffrir physiquement et moralement. Quand elle se regarde dans une glace, même si elle ne reconnaît plus son corps, qui longtemps a été si malmené, elle n'est plus en colère contre lui. Elle lui dit même merci. Il l'a malgré tout aidée et soutenue durant tous ses combats. Aujourd'hui, elle est une retraitée bien occupée, une heureuse mamie de 5 grands petits-enfants. Elle n'oublie pas que ce n'est plus à cause, mais grâce à toutes ces fameuses cicatrices qu'elle peut profiter de tous ces bons moments. D'elle, elle a appris que quelle que soit notre apparence, notre force efface nos douleurs. Ô mains, à mes mains, c'est à vous parfois réunis, parfois tendus à l'infini, que je dédie cette simple lettre. Vous, mes mains, et celles de mes ancêtres. Vous allez, légère et jolie, caresser les cheveux endormis. Vous posez avec tant de grâce sur l'enfant que la nuit enlace. Amour éternel, inconditionnel, comme des petits papillons fous, vous vous agitez tout à coup pour accompagner le discours, bien trop faible dans son parcours. Menue, légère, épaisse ou forte, encore et encore elle supporte le poids du temps au fil des ans. Fin prête à chaque événement, quand au soir, au grand soir de la vie, vous abdiquerez enfin, faible et flétrie, se liront sur votre peau usée les fatigues qui y sont imprimées. Ô mains, comme je vous aime, vous savez si bien calmer les peines, et vous posez avec douceur sur les tout petits cœurs. À Séverine, Émilie, Lise, Carole, Cécile et toutes les autres. Depuis une trentaine d'années, je pratique avec une dizaine de personnes la sculpture modelée à l'atelier du musée de Saumur-en-Auxois, où un modèle pose pour nous. Le modèle est installé, nu, au milieu de la salle, sur une sellette mobile autour de laquelle sont réparties des sellettes plus petites qui recevront la terre que nous allons modeler. Ensemble, nous choisissons la pose, assise, couchée, parfois debout. L'orientation du corps, la position des membres, de la tête, afin que la pose soit harmonieuse et la moins inconfortable pour le modèle. Une fois la pose choisie, des marques sont faites sur le support, éventuellement sur le modèle, pour reprendre après chaque repos la position initiale exacte. Une simple esquisse peut demander 2 à 5 jours de travail à raison de 5 heures par jour. Jour après jour, le modèle reprend ses marques malgré la tension des points d'appui. La sellette centrale est régulièrement tournée, ainsi que celle des sculpteurs qui doivent se retrouver exactement dans l'axe du modèle. Il ne s'agit pas de faire une jambe, un nez, un sein, mais profil après profil de chercher les contrastes qui se dessinent dans la lumière pour saisir un plan, une courbe, ajouter une boule de terre, tracer une ligne au couteau. Et plus la construction avance, plus le regard devient abstrait, jusqu'à oublier la personne. C'est seulement de cette manière que peu à peu, comme par magie, surgira le vivant.
Mais qui sont ces modèles? Le plus souvent, des jeunes étudiantes qui posent pour arrondir leur fin de mois, mais aussi des femmes plus mûres, 2 femmes enceintes qui voulaient immortaliser la transformation de leur corps à cette période importante de leur vie. Des femmes timides, parfois, qui se lancent un défi. Poser demande beaucoup d'endurance. Le modèle est à la fois en retrait de son corps, très concentré, très engagé dans la contribution qu'il a dans la création, malgré la contrainte de l'immobilité parfois douloureuse. Aucun critère physique n'est important. Jeune, moins jeune, très mince ou plantureuse, ce qui compte, c'est la façon dont elles habitent leur corps et l'énergie qu'elles dégagent. Toutes ces femmes ont les mêmes qualités de générosité, d'intelligence, de retenue au milieu de personnes, qu'elles savent bienveillantes et respectueuses. Le regard sur la nudité dépend de l'observateur. On croit souvent dans les rues des personnes habillées qui n'ont pas la décence de ces modèles nus. Nous admirons les sculptures, les tableaux dans les musées, mais nous oublions que les vierges dans les églises, les saintes habillées de voiles et de robes, étaient souvent peintes en tenue d'Ève avant d'être revêtues de leurs atours, et ceci pour trouver exactement la forme du corps sous le drapé. De tout temps, sous tous les continents, les critères de beauté, les traditions et les modes ont façonné le regard. Quelle que soit leur morphologie, les femmes ont suscité l'inspiration à de nombreux artistes, car elles sont belles. Nous sommes toutes belles. Merci aussi à Simon, Marc et Clément, les rares hommes qui osent s'exposer. Non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom, oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre s'étendre, si ce n'était pas un piège, quel doute. Aux femmes qui se reconnaîtront. Je te vois, petite fille, jouer avec tes poupées. Tu les fais manger, tu les laves, tu les habilles. Une vraie petite maman. Adolescente, tu prends soin de toi. Tu te maquilles, tu cherches à plaire aux garçons. Tu rêves au prince charmant avec qui tu te marieras et te feras beaucoup d'enfants. À 25 ans, tu es au bras d'un beau jeune homme de ton âge. Vous sortez beaucoup, vous voyagez, vous faites l'amour, vous vous aimez. Vos amis fondent déjà leur famille et vous disent « Et vous, c'est pour quand ?» Je t'entends répondre « Mais on est jeune, on a le temps, on profite de la vie, on verra plus tard. » D'autres te disent « Tu as peur d'abîmer ton joli corps de mannequin ?» Et puis, il y a ta carrière professionnelle. Ton boulot prend beaucoup de temps. Il faut que tu sois performante et donner, toujours donner. Un jour, le beau jeune homme n'est plus là. Il est parti avec une autre et très vite, il devient papa. Pas grave, tu ne voulais pas d'enfant. Tu profites de tes neveux, tu les gâtes et tu n'as pas le souci de leur éducation. La quarantaine approchante, tu t'interroges. Est-ce que je ne devrais pas congeler mes ovocytes? On ne sait jamais. Si leur vie d'enfant arrivait ou si je rencontrais le grand amour. Tu te renseignes. La démarche est compliquée et lourde médicalement. Finalement, tu n'y vas pas. Je te retrouve plusieurs années après. Tu voyages toujours avec un nouveau compagnon. Vous êtes heureux. Lui non plus n'a pas d'enfant. Mais il est trop tard pour vous deux. Enfin, surtout pour toi. La ménopause est passée par là. Je t'imagine plus tard dans ton fauteuil à la maison de retraite. Ton amoureux est parti rejoindre les étoiles. La jeune aide-soignante te demande quand tes enfants te rendront visite. Tu lui réponds que tu n'en as pas et que tes neveux t'ont oublié. Et tu finiras par « c'est la vie qui a choisi ». À ce désir impossible. Elle a toujours souhaité avoir des enfants.
Jeune adulte, elle a construit sa vie de couple en rencontrant l'homme de sa vie, avec qui elle s'est mariée. C'est avec lui qu'elle souhaite devenir parent. Au fil des années, étant bien installée dans leur cocon, le temps est venu de fonder une famille. Devenir mère, consacrer une partie de sa vie à un petit être, chair de sa chair. Elle se sent prête à vivre une maternité, entre les biberons, les couches, les rendez-vous chez le pédiatre, les promenades en poussette, les gazouillis, les premiers mots, les fleurs et caprices. Elle est prête à vivre cette fabuleuse aventure. Et puis un jour, après quelques petites années, ça y est, elle attend leur premier enfant, le bonheur. L'annonce de cet événement, si important à ses yeux, est communiquée aux proches de la famille. Mais rapidement, elle sent que quelque chose se passe dans son corps, dans son intimité. Ce tout petit être, si aimé déjà à 2 mois de vie, s'en va. Cela s'appelle une fausse couche. Elle est dévastée par cette épouvantable nouvelle, se sent vide, seule, meurtrie. La souffrance physique se révèle très difficile et la souffrance psychologique est immense. Elle n'a plus rien en elle. Une grande tristesse l'envahit, bien que soutenue par son mari. Ce que son couple traverse est violent. La souffrance de chacun, vécue différemment, intimement. Puis l'annonce de cette fausse couche à faire part à la famille. Il lui faut se montrer forte alors qu'elle n'a qu'une envie, s'écrouler. Le temps passe, il faut rebondir, retrouver de l'espoir. Oui, espérer, y croire, croire à cette famille à construire, avoir des enfants, un jardin, un chien, des vacances au bord de la mer et des goûters en famille. Et puis le phénomène se reproduit. De nouveau, elle est enceinte, elle prend ses précautions, prend soin d'elle et du petit. Et de nouveau, la fausse couche. Il lui faut entendre qu'il y en aura d'autres, ce qui pour elle est insupportable et irrespectueux. À chaque fausse couche, c'est cet enfant-là qu'elle voulait. Elle en fera 6. 6 fois où elle s'est projetée et où elle a été malheureuse. 6 fois où elle a rencontré le personnel médical, où elle a dû faire semblant lors des repas familiaux, quand les enfants des autres babillent, crient, rient. Alors elle parle à son corps, lui qui ne veut pas donner la vie. Elle essaie de comprendre ce qu'il veut lui dire en lui refusant la maternité, elle qui s'est projetée en maman à chaque grossesse annoncée. Il lui faut travailler sur elle, comprendre ses échecs, gérer le sentiment d'abandon, faire son deuil. Accepter de ne pas pouvoir donner la vie. Elle a bien avancé dans sa reconstruction personnelle et sa vie de couple, sans enfant. Mais elle n'oubliera jamais ses grossesses qui n'ont pas abouti, qu'elle n'a pas pu mener à terme. Pas de fausses couches, de vraies couches, comme elle le dit. Laissons-lui au moins ça. À toutes celles qui ne sont pas et ne seront pas mères par obligation. Enfant, dans ma famille, j'ai souvent entendu les femmes, c'est-à-dire ma mère et ses 3 sœurs, dire qu'on n'avait pas le choix. Le choix de quoi? Ma mère a épousé mon père en 1959 en faisant un mariage d'amour. Tous deux voulaient 2 enfants, et plus particulièrement des filles. C'était donc un désir de couple, former une famille avec 2 enfants. En 1960, une première fille voit le jour. En 1962, une seconde fille. En 1964, naissance du 3e enfant, un garçon. En 1965, une 3e fille. En 1967, une 4e fille, en l'occurrence moi. 5 enfants en 7 ans. Depuis sa seconde maternité, ma mère ne souhaitait plus avoir d'enfants. Après en avoir discuté avec mon père, elle a demandé à son médecin de famille de prendre la pilule, non sans une grande appréhension. À l'époque, on avait peur de ce moyen de contraception qui, d'un côté, permettait de ne plus enfanter, enfin, mais par ailleurs, on lui prêtait une mauvaise presse. Elle pouvait donner le cancer, paraît-il. C'était ce que l'on pouvait entendre dans nos campagnes dans les années 60. Les femmes hésitaient, ayant peur pour leur santé, leur rôle d'épouse et de mère pouvant alors être remis en cause avec de graves conséquences. Souvent, j'ai entendu ma mère me raconter ceci. Quand elle avait un retard de règles, elle allait voir son médecin. Je savais ce qu'il allait me dire, me disait-elle, et ce dernier lui confirmait une nouvelle grossesse. Il n'était pas question d'avorter, alors on gardait un enfant non désiré. Ma mère, comme beaucoup de femmes à cette période, a subi 3 de ces grossesses, tout comme ses 3 sœurs qui ont eu le même nombre d'enfants. Elle n'avait pas la liberté de choisir les maternités qu'elle souhaitait, ce qui sous-entendait rester mère au foyer afin de s'occuper de leur progéniture. De leur situation en résultait une impossibilité d'avoir un travail à l'extérieur, un désir d'émancipation
excluant pour chacune une indépendance et une autonomie financière. La loi Veil, votée en 1974, a permis aux femmes d'envisager un avenir fait de choix, de pouvoir respecter son propre corps et libérer son esprit. Souvenons-nous de cette période où Madame Simone Veil, ministre de la Santé et à l'initiative de cette loi, a permis aux femmes de s'émanciper et d'oser avoir le choix. Collège Ville, Noyères-sur-Serein, le 18 novembre 2024. Chère Madame Badinter, je suis un élève en classe de 3e. Avec ma professeure de français, ici présente, j'ai travaillé une séquence intitulée Gisèle Halimi, Simone Veil, Elisabeth Badinter et le corps des femmes. J'ai alors étudié votre parcours de vie qui fait de vous une figure féministe du XXe et du XXIe siècle. Professeur de philosophie, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la place de la femme dans la société. Je vous ai plus particulièrement découverte à travers la lecture d'un extrait de votre livre « L'amour en plus », paru en 1980, qui m'a profondément marquée et amené à réfléchir sur ce que veut dire être mère et ce que peut ressentir une femme. Je vous écris donc cette lettre pour vous faire part de mon ressenti à la lecture de votre extrait, mais surtout des interrogations qu'elle a suscitées en moi. Spontanément, votre pensée, selon laquelle l'instinct maternel n'existe pas, ou du moins on ne le retrouve pas chez toutes les femmes, m'a heurtée et mis mal à l'aise. En effet, il m'est incompréhensible qu'une femme, mère, n'aime pas son enfant. J'ai immédiatement pensé à ma propre mère, ne pouvant concevoir qu'elle ne m'aime pas depuis ma naissance, et voyant l'amour de ma mère comme infini et inconditionnel. Votre pensée a donc suscité des questionnements pour moi. Est-il possible qu'une femme ne ressente pas l'envie d'avoir un enfant? Est-il possible qu'une femme ayant un enfant ne ressente pas d'amour pour lui dès sa naissance? Pourquoi être en attente d'un instinct maternel et ne pas parler d'un instinct paternel? Face à ces questions, je pense qu'il n'est pas inné pour une femme d'être mère. Une femme peut ne pas avoir envie d'avoir un enfant et doit avoir le choix d'être ou non mère sans ressentir le poids des exigences de la société qui voudrait que le but d'une femme soit d'être mère. À travers ces mots, je souhaitais vous rendre hommage pour l'inspiration que vous transmettez, la réflexion que votre pensée permet. Je vous prie, Madame Badinter, de croire à ma profonde admiration. Collège Albert Minard-Tonnerre, le 17 décembre 2024. Ma mamie, je suis contente que tu sois une protectrice avec moi, que tu m'aides à me redonner confiance en moi, car j'ai beaucoup de mal en ce moment. Je suis super contente que tu sois ma mamie. À chaque fois que je dois aller chez toi, je suis si heureuse. J'adore passer du temps avec toi. J'adore t'aider dans tout ce que tu as besoin. J'adore m'amuser avec toi, malgré ton cancer du sein, que tu vis si mal. Devant tout le monde, tu montres toujours un sourire. Mais je sais que tu ne vas pas très bien. Tu es très fatiguée en ce moment. J'aimerais tant que tu ailles mieux. Aujourd'hui, cela me fait vraiment mal au cœur de te voir comme ça. Devant toi, je me retiens de pleurer. Ça m'énerve quand papa te crie dessus et devant toi. Il n'arrive pas à voir que tu ne vas pas bien. Et j'aimerais qu'il le voie. J'espère te voir bientôt. Je te fais des bisous. Je t'aime, mamie. À celui qui n'est plus. Elle a vu son corps de femme se transformer, s'arrondir. Il était là. Il avait déjà pris beaucoup de place dans sa vie. Il avait été désiré. Elle lui parlait, lui chantait des chansons. C'était son premier enfant. Tout était à découvrir pour elle et pour lui. Entre eux, s'était déjà noué une relation unique. Puis il est venu au monde, beau comme tous les bébés le sont pour une maman. Elle était là pour lui, le bercer, le consoler. Il a grandi, il a pris sa place et son caractère. La famille s'est agrandie. L'enfance, puis l'adolescence, ça devient plus difficile de dialoguer. Une mauvaise expérience laisse à jamais sa trace en lui. Les années passent et la maladie s'installe en lui. Puis, c'est l'hospitalisation sans espoir de retour. Jusqu'à la fin, elle soutient son fils. Dans cette épreuve, elle peut compter sur le soutien sans faille de son compagnon. Une nuit, il est parti. Au moins, il ne souffrait plus.
Comment exprimer par des mots un tel chagrin? C'est en elle à jamais. Son enfant, son bébé n'est plus là. Elle a bien sûr ses 2 autres enfants, mais la perte d'un enfant. Il n'y a pas de mots pour nommer les parents qui ont perdu leur enfant. Ils sont à leur façon orphelins. Leur enfant est unique, irremplaçable. Mais il faut continuer à vivre, avec son souvenir, des photos et même des anecdotes qui font sourire. Après des années, elle peut parler de lui. Elle peut lui parler à lui avec sérénité. À jamais, son souvenir est gravé en elle. Collège Abel Minard, Tonnerre, 17 décembre 2024. À toi. Toi qui n'as pas été là longtemps, mais qui reste dans mes souvenirs. À toi que je vois dans mes souvenirs troubles. Toi qui m'as marqué très fortement, les souvenirs sont des plus doux. Je me souviens, tu jouais de la guitare, je dansais, je m'imaginais avec un chapeau et des bottes de cow-boy. Je dansais, tu chantais, je me sentais comprise. Aujourd'hui, incomprise de tout le monde. J'ai grandi dans la solitude, les gens autour de moi et plus encore mes parents. Ils sont présents mais absents. Depuis ta mort subite, une partie de mon enfance s'est envolée. Tu étais important pour moi. En revanche, jamais je ne saurais si je l'ai été pour toi. Aujourd'hui, je ne crois pas aux compliments ou aux « je t'aime ». On m'a toujours considérée en deuxième. Mon père, ses bières en premier. Ma mère, ses amours presque absurdes. Pour mes parents, je n'ai jamais été comprise. Mais par toi, oui. Je me suis déjà demandé si ce cancer n'avait pas été là. Serais-tu là aujourd'hui pour moi? Est-ce que je me sentirais comprise? Peut-être enfin même aimée. Trop de souvenirs se bousculent. Ils sont là et plus là. J'aimerais réussir ce deuil. T'écrire cette lettre aujourd'hui me libère un peu. J'espère que ta vie a été belle, mon ami. À celui qui était attendu. Septembre est là. Début de l'automne, comme tous les ans. Que va-t-il lui arriver de particulier? Pour l'instant, elle ne sait pas. Enfin, si, un petit peu. Des odeurs de cuisine qui dérangent, la cuisson du poisson, l'odeur de l'adoucissant que l'on met dans la machine à laver, la soupline, produit qu'on n'a plus réutilisé depuis longtemps. Les nausées, des grosses nausées. Et ça peut commencer à 6 h du matin quand elle va travailler. Elle a juste le temps de descendre les 3 étages de l'immeuble et vomir dans la pelouse. Les soutiens-gorge qui commencent à serrer et la poitrine est douloureuse. L'air des symptômes n'est pas le moindre. Les règles ne sont pas arrivées ce mois-ci. Même si elle sait que ce n'est pas très régulier, quand bien même elle prend la pilule. Rendez-vous est pris chez le docteur Blondel, celui qui la suit depuis quelques années. Bilan sanguin au laboratoire rue Saint-Pierre. Et qui dit prise de sang, c'est à jeun le matin. Et elle n'aime pas ça. Surtout ça revient tous les mois. Du résultat, elle s'en doute un peu, et avec le futur papa. Mais il faut attendre quelques jours encore. Bilan positif. Elle porte un bébé dans son ventre. Son corps va changer. Enfin, pas au premier trimestre. Il faut attendre décembre, quand elle pourra enfin garder la nourriture. Les boissons gazeuses sont bien acceptées, limonade, eau pétillante. Ça aide pour la digestion. Pour Noël, ce sera un peu de champagne chez les futurs papis et mamies. Parce que pour eux, ce sera la première naissance, un premier bébé, peu importe le sexe. Seulement, à propos de cette grossesse, les gens donnent leur avis. Le ventre bien en avant est pointu. Pour certains, c'est sûr, ce sera une fille. Pour d'autres, les kilos concentrés autour de la taille, ce sera un garçon. Mais c'est la nature qui décide. À ce stade, personne n'y changera rien. Heureusement d'ailleurs. Arrive le printemps. Pas facile de s'habiller. Les kilos arrivent. À chaque visite médicale, la pesée sur la balance le confirme. Le docteur Blondel est content. Tout va bien. Le bébé profite au mieux. Et la maman est en meilleure forme. Côté vestimentaire, il faut s'adapter. Trop serré dans les pantalons. Elle devient grosse.
Les gens autour disent que c'est beau une femme enceinte. Petit souvenir de la foire d'Auxerre, à la fin du mois de mai. L'achat du premier paquet de couches, marque Pampers. Première taille, ceux qui semblent tout petits. Il y a les cours d'accouchement qui commencent au centre hospitalier. Les futures mamans se retrouvent chaque semaine. Elles se comparent. Une a très peu grossi. Pour une autre, elle a pris beaucoup de kilos. Il y a le dicton qui dit « Une femme enceinte peut manger pour deux ». La sage-femme pourtant n'aime pas trop les prises de poids. Dernier mois, joli mois de juin, mercredi 13, bébé va pointer son petit nez. La maternité est toute proche. Journée pleine d'appréhension, de questions, de bouleversements et de bonheur. Pour la maman, c'est le premier accouchement. L'entourage féminin, les mamies, tata et maman, les copines, ont toutes raconté leurs anecdotes à ce sujet. Bien sûr, ça fait mal, mais le corps de la femme est prêt à se transformer pour accueillir un petit être humain. C'est presque le soir, le bébé arrive enfin. Tout de suite posé sur le ventre de la maman qui découvre le sexe après 9 mois d'attente. Il s'appelle Romain, un cadeau du ciel. Le bonheur d'avoir donné la vie. Et quelques années plus tard, ce sera l'arrivée de sa petite sœur. Collège Abel Binard, Tonnerre, le 7 janvier 2025. À ma future fille, que j'aurai ou non, je t'imagine dès à présent pour espérer que la situation des femmes s'améliorera un jour, alors que l'actualité me donne envie de pleurer. Quand je pense à cette dernière loi en Afghanistan qui réduit encore plus l'espace et les droits de la femme, je t'imagine déjà et que cette pensée s'accompagne de ta silhouette si majestueuse et si frêle en même temps. J'entends ta voix et tes éclats de rire qui te permettent de revendiquer tes droits et ceux de tes sœurs de vie, d'affirmer tes choix malgré les oppositions que la société et le patriarcat s'empressent de mettre en place. Toi, ma fille, tu avanceras coûte que coûte pour réaliser tes rêves en t'appuyant sur mon expérience, et je te répéterai sans cesse, personne n'a le droit de te dicter ta vie. Toi seul sauras quoi faire en trébuchant peut-être, en cas d'échec, mais en te relevant à chaque fois. Quand mon cœur est trop lourd face aux injustices de la vie, je te visualise. Cette vision me donne du courage pour affronter les épreuves, trouver de l'énergie et de la rage pour aller de l'avant tout en restant une personne fidèle à mes valeurs. Pour toi, ma fille espérée. À une petite fille. Sa maman, née dans les années 30 de l'abandon du père avant sa naissance, a été élevée dans la défiance du regard des hommes. Ceux qui vous désirent, séduisent, vous engrossent et vous laissent dans la détresse et la honte. Aimante, mais peu démonstrative, elle lui a appris la retenue, créant pour la protéger une indifférence au corps, ne lui a jamais dit qu'elle était jolie et aimable. Enfant, elle ne se souvient pas s'être regardée dans un miroir, avoir pris conscience de son corps. Elle traverse l'enfance sous la bienveillance et attention de ses parents. Mais vont-elles arrêter de pousser ces grandes cannes qui lui servent de jambes? 2 nattes en plus et elle ressemblerait presque à Fifi Bras d'Acier. 1,70 m en 6e, quand les autres ne dépassent pas 1,40 m. Ça donnerait l'envie de s'enfoncer sous terre pour qu'on ne la remarque pas, de se mettre à 4 pattes dans le rang. Et comme les pieds poussent avec, elle les martyrise en portant du 38 quand elle devrait porter du 40. Mais elle n'est pas du genre à se taire pour autant. Ça lui donne la niaque lorsque les garçons de sa classe les appellent, elle et sa copine rondelette, leur elle est hardie. Elle apprend la solidarité et la sororité,
face aux colibés et réflexions offensantes de ces petits morveux qui tentaient peut-être une approche maladroite. Plus tard, les premières boues ne sont pas plus réconfortantes. Il y a bien un garçon qui l'embrasse mal sur la bouche, et sa sœur lui promet de le dire un moment. Et puis, elle aimerait tant ressembler à cette petite Parisienne bien formée, au buste bien développé, qu'il a remplacé dans le cœur de son amoureux de vacances, alors qu'elle est filiforme et se trouve sans grâce. Mais non, elle, ça ne pousse pas. Elle a bien vu la mademoiselle achetante des recettes miracles, mais il faut bien s'y résoudre. Ce n'est pas en se badigeonnant la poitrine de dentifrice que ces petits seins menus et si peu féminins vont pointer insolemment. Alors, elle attend de devenir grande, manquant de confiance en elle, comme des milliers d'adolescentes angoissées de n'être pas regardées, mais terrorisées de l'être. Entre filles, les conversations tournent autour de la découverte de l'amour. Puis un jour, quelqu'un s'intéresse à elle, à son genre de beauté plutôt, et lui propose de poser pour une série de photos. Veut-il donc qu'elle se dénude? Il ne lui demandera pas. Les photos sont belles, mettant en valeur cette silhouette filiforme qu'elle détestait tant, la réconciliant enfin avec son corps. L'adolescence se tient derrière elle et elle s'en éloigne avec gaieté et détermination. Elle sera désormais une femme. À 25 ans, la vie et l'amour sont frivoles, sauvages, son corps est agile, ferme, le sport la réconcilie avec son image, occupe une place importante dans son épanouissement. Elle jouit de la vie, se réjouit de plaire et se plaît enfin. Et un jour, à la faveur d'un regard différent, l'amour jaillit dans sa vie. Elle éprouve enfin ce qu'elle espérait sans jamais vraiment l'envisager, connaître le bonheur de plaire pour la personne qu'elle est, son corps et sa façon d'être, de penser, de vivre. Un amour incandescent où son corps et son âme ne font plus qu'un, aimer et être aimé. La maternité viendra sceller ce lien, un pur bonheur, prendre 30 kilos et se sentir épanoui, se laisser bercer par les vagues sur son ventre lorsque l'enfant lui montre qu'il est en elle. Aimer ce corps qui la lie à l'enfant, jouir de cet amour et de ce bonheur supplémentaire, celui de partager avec l'amour de sa vie ces moments si intenses. Bien plus tard, subitement, des douleurs la clouent au lit, l'empêchent de courir, d'aller à son rythme, de vivre intensément comme avant. Son corps subit les affres de la maladie et des traitements. Qu'à cela ne tienne, elle trouve en elle les ressources nécessaires pour s'adapter. Elle l'aime finalement, ce corps retiré de tous les artifices. Ce corps qui raconte son histoire et lui a permis de réaliser que l'on ne se réduit pas à son physique, que l'amour que l'on porte à son corps n'est pas seulement en fonction du désir de l'autre. Elle assume ses failles, ses doutes, ses faiblesses qui font d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Elle n'est pas enfermée dans son corps, elle vit différemment, mais elle vit. Et puis, il n'est de femme invisible que pour ceux qui ne savent pas regarder en elle. À mon corps, je regarde cette photo. Tu es nu, tout rond, tout potelé. Ta peau doit être douce comme celle d'un bébé. Normal, tu n'as que 9 mois. Je crois que je t'ai oublié pendant toute mon enfance. Je t'ai redécouvert à mon adolescence. Tu étais toujours un peu rond, oui, taille 42-44, alors que les copines faisaient du 36-38. Mais je m'en moquais, j'en ai même souvent plaisanté. Oui, j'ai des hanches de paysanne bourguignonne. Et vous, mes seins, je vous trouvais presque parfait. 95B, ni trop petit, ni trop gros. Je me souviens aussi que sans faire de sport, tu étais musclé à la rentrée en septembre, après les travaux d'été dans les champs. Tu étais toujours bien bronzé, sans avoir passé 3 semaines à la mer. Puis mes grossesses sont arrivées, et là tu as été transformée. 20 kilos en plus, ça laisse des traces. Mais ce ventre tout rond, tout gonflé, qu'est-ce que je l'ai aimé. J'étais contente. Je pouvais être grosse, et tout le monde trouvait cela joli. Bien sûr, tu m'as laissé quelques vergetures, que je ne vois même plus, et quelques kilos en trop, mais je ne t'en veux pas. Tu m'as épargné la poussée d'acné à l'adolescence, les règles douloureuses à l'âge adulte, les nausées pendant les grossesses et les bouffées de chaleur à la ménopause. Je t'en remercie du fond du cœur. Quand la maladie est arrivée, là tu m'as malmenée. La perte de mes cheveux et un sein en moins, j'ai vraiment été en colère contre toi. Les cheveux ont repoussé, le sein a été réparé et nous nous sommes réconciliés. Aujourd'hui tu changes. Ta peau se frite, tes rides se creusent, tes cheveux grisonnent, et moi, je me transforme en vieille dame. Mais qu'est-ce que nous y pouvons, toi et moi? Nous vieillirons ensemble.
Oui, tes seins sont plus blêtes que mûrs, mais ils restent sensibles à la caresse. Ton cœur non plus n'a pas 20 ans, prompt à oublier la juste cadence. Tes cheveux ont payé la gabelle. Mais qui dit que le blanc n'est pas une couleur? Il faudrait bien les couper, ces cheveux, parce que, à ton âge... Mais alors on verra tes oreilles qui s'allongent au fil des ans. Décidément, tu t'éloignes de plus en plus de l'éternel féminin. En revanche, fini les dictats de la mode et de la nécessité de se transformer pour plaire à un homme ou à n'importe qui. Oubliez les jeans trop serrés, les chaussures inconfortables, les chemisiers à l'échancrure à surveiller et l'autocritique incessante. Fini aussi la compétition. Les corps de nos sœurs ne sont plus des rivaux. Quand ils sont jeunes, ils sont une réminiscence de ce que tu as été toi aussi. Tu t'en souviens? Trop grosse, trop petite, nez trop long. Tous ces doutes qui ont aliéné ta jeunesse. Toi qui avais la beauté de tes lisses 20 ans. Si, il existe des photos qui l'attestent. Ces adolescentes ou jeunes femmes, tu voudrais les encourager à se faire confiance et à s'affirmer pour s'accomplir malgré les embûches du chemin et les cases dans lesquelles la société veut les faire entrer. Qu'elles puissent ouvrir les yeux et voir la beauté qu'elles portent en elles. Bien sûr, il y a les menstrues, l'accouchement, autant de moments qui sont l'essence de ton bien-être. Oui, il y a un corps féminin, avec un sexe féminin et son cortège de discrimination et de violence systémique. On a beau crier que tu es source de gratification et d'épuisement, le siège unique de la maternité. Combien te considèrent encore comme un objet et non comme un sujet? Le corps féminin, c'est dévouement maternel, disponibilité sexuelle et minoration sociale. Tout un programme patriarcal que l'on t'applique dès la petite enfance. Mais ça y est, paupières fripées, peut-être, mais regards désiliés. Plus question de rester dans l'ombre. Si le temps qui passe plus vite en vieillissant nous est compté, raison de plus de ne pas s'en laisser compter. Tu les connais, toi, ces joies du vent sur la peau, dans les cheveux. Tu la connais, toi, cette volupté de l'étreinte et de la caresse intime. Tu sais jusqu'à quel point encore tu peux être source de jouissance et de plaisir. Pas question de te laisser couler dans ce long naufrage de la vieillesse. Qui a dit que tu étais vieux? Tout ça, c'est dans la tête. À présent que tu es émancipé de la majorité des contraintes, travail, enfant, tu vas t'autoriser à penser à toi et à te faire du bien. Pas question de laisser la vieillesse remplacer tes anciennes chaînes. Aux orties, la double peine, femme et vieille. Tu vas exister et jouir de toutes ces joies simples qui restent à vivre. Tu as le droit à la reconnaissance pour tout ce que tu as vécu et donné, pour tout ce qu'il reste à vivre et à donner. À toi la ménopause. Tu n'as pas été d'emblée mon ami, d'autant plus que, sournoisement, tu m'avais envoyé avant ta petite cousine la préménopause. Avec elle, cela s'est mal passé. Et même si elle m'enlevait progressivement, ce qui depuis mes 14 ans était très douloureux, tous les mois, à gérer ce n'était pas simple. Sur un vélo, dehors, tous les jours, quel inconfort. Et puis, tu t'es imposé. Petit à petit, tu as pris ta place. As-tu laissé le choix? Non, évidemment. Veux-tu que je te dise, tu représentes tant d'inconvénients que nous ne pouvions pas s'entendre. Tu es vraiment pas sympathique. Ah, les bouffées de chaleur. La nuit, on se découvre, on se recouvre, et le mari que ça dérange. Et en journée, c'est génial. Dehors, en plein hiver, dans la rue, d'un coup, on se déshabille. Et les passants qui vous regardent de travers. Mais elle est folle, la factrice. Et non, elle a chaud. Je ne te parle pas des coups de froid qui suivent. Mais à tes désagréments, je me suis habituée. Ce n'était pas insurmontable. Avec toi, ce qui m'a plus dérangé, c'est la prise de poids. Là, j'ai eu du mal à l'accepter. Et que veux-tu? On en parle de la perte progressive des hormones sexuelles. Là, pareil, on s'adapte. Et tous les contrôles médicaux à cause de toi.
Enfin, avec toi, la ménopause, tout n'est pas négatif. Une taille, voire une taille et demie pour les vêtements, c'est pas plus cher. Et on peut toujours modifier les anciens. Et mon corps, grâce à toi, n'est-il pas devenu plus appétissant? Et fini le 80B, fini la planche à pain. À nous, mesdames, nous et notre corps. Je pense que beaucoup d'entre nous vont se reconnaître dans ce qui suit. Pas assez grande, trop grande. Pas assez grosse, trop grosse. Pas assez belle, pas belle. Du moins dans notre propre regard. Pourquoi faut-il que, toujours, nous nous dévalorisions, alors que nous sommes ce que nous sommes dans le regard de ceux qui nous aiment? Belle pour nos enfants, belle pour nos proches, mais surtout belle pour ce que nous apportons et ce que nous donnons aux autres. J'ai vu des femmes pleurer, souffrir durant des semaines, des mois, car leur corps ne leur appartenait plus. Et puis un jour, je les ai entendues dire « merci ». Merci pour nous avoir aidés, secoués, soutenus, afin d'être ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Merci pour nous avoir montré et prouvé qu'on pouvait à nouveau vivre et revivre après tous ces mois de souffrance physique et morale. Aujourd'hui, nous sommes différentes, mais vivantes. Alors, quoi de plus beau que la vie? Quoi de plus beau que de se lever et de se demander quel bonheur cette nouvelle journée va nous offrir, malgré nos souffrances et notre handicap? Ces femmes que j'ai rencontrées lors de mes années passées auprès d'elles, en tant que soignante dans un service de rééducation, ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, une femme forte et résiliente. 2024, c'est à mon tour d'affronter, à nouveau, un combat contre la maladie qui voulait m'anéantir 10 ans après une première. Comment pouvais-je ne pas surmonter cette bataille, moi qui disais à mes guerrières, bien plus abîmées que moi, qu'il fallait se battre, que leur corps leur appartenait et qu'elles gagneraient ce long et douloureux combat. C'est grâce à elles si je suis si forte aujourd'hui. Si j'ai gagné cette bataille, c'est grâce au courage, à la volonté, à leur sourire qu'elles m'ont montré. C'est grâce à leur merci que j'ai gardé précieusement en mémoire. Merci à vous, mes guerrières. Alors, mesdames, ne vous sous-estimez jamais. Nos valeurs sont bien plus importantes que notre physique. Nous sommes toutes belles de ce que nous recevons et donnons. Ce n'est pas notre physique qui importe, mais qui nous sommes. Collège Abel-Minard, Tonnerre, le 17 décembre 2024. Cher Pépère, je voulais te parler de cet été 2024 qui n'a pas été toujours facile pour nous. Tout a commencé vers le 22 juillet quand on a constaté que tu ne pouvais plus rien faire, ni sortir, ni manger. Tu voulais seulement dormir. Depuis ce jour, on a compris que l'hospitalisation était le meilleur moyen pour que tu ailles mieux. Tu as été hospitalisé 2 semaines à la polyclinique d'Auxerre. Ensuite, tu as fait des examens à l'hôpital Gustave Roussy près de Paris. Depuis ton hospitalisation à Auxerre, tu allais de mieux en mieux, jusqu'à ce que l'on ait les résultats et qu'on apprenne que tu avais le cancer du pancréas. Dès lors, tu as commencé les séances de chimio, le jour de l'anniversaire de mes mères. Les infirmières venaient tous les matins et soirs pour te faire des piqûres d'insuline afin de réduire ton diabète. Tu as été opéré le 26 novembre. Tu es resté 3 semaines à la Salpêtrière à Paris. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu. Ma mère nous a appelés pour nous le dire. Dans la foulée, on est parti pour te voir à l'hôpital. Quand tu es rentré à la maison, tu allais bien, mais au bout d'une petite semaine, à nouveau, tu ne mangeais plus, tu ne dormais plus, tu ne faisais que vomir. Aujourd'hui, tu dois tout recommencer depuis le début, en espérant que la prochaine opération soit la bonne. On reste tous forts avec toi. À toi, vilaine boule. Elle est apparue en quelques mois. De forme ronde, 1,8 cm. L'attente de la mammo, puis de la biopsie. Le verdict tombe. OCR. Opération chimio rayon. Quelques chiffres. 34 ans, mon âge. 2001, bonne année pour le vin, pas pour moi.
6 séances de chimiothérapie, 25 séances de radiothérapie, 9 mois d'arrêt maladie, 2 ans, l'âge de mon fils. C'est ma première opération. Ça y est, mon corps n'est plus intact. Je fais connaissance avec le mot cicatrice. Toutes deux s'intègrent à mon corps. Celle du retrait du cathéter a laissé une trace indélébile de la maladie sur mon corps. Elle est visible, comme si elle était notée sur ma carte d'identité du corps, dans signe particulier. Ainsi, chacune me regardant peut savoir que cette cicatrice est liée au cancer. 3 termes, activité, fatigue, repos. 3 mots que je connais bien, avec qui j'ai fait alliance. Je dois prendre soin de mon nouveau corps suite à ma maladie et respecter son nouveau rythme. Le plus difficile dans cette sacrée histoire, cela a été la perte de mes cheveux. Sachant que la chimio allait être radicale, j'avais anticipé en utilisant la phase 1, raccourcir mes cheveux. Cela n'a pas suffi. Au bout de 3 semaines de traitement, je perdais mes cheveux par poignée. J'ai mis en place la phase 2, raser ma chevelure avec l'aide de mon compagnon. Je les aimais tant, mes cheveux. Et là, c'est la désolation. Je me regarde dans le miroir et je sais que c'est pour longtemps. Je sais qu'il va falloir attendre très longtemps pour retrouver mon fameux carré-cou. Se voir sans cheveux, c'est être nu. Nu psychologiquement. Je prends alors conscience que ma chevelure est comme un vêtement qui constitue ma personne. Mon âme est mise à mal, mise à nu. Pas de larmes, mais une blessure intime immense. Je ne me sens plus femme sans mes cheveux. Sans compter que pendant de très très longs mois, je dois chaque matin porter cette fameuse perruque et le soir la déposer sur ma table de nuit au cas où j'en aurais besoin en urgence. Mon entourage bienveillant qui pensait me réconforter en me disant « c'est rien, ça va repousser », s'il savait. Personne ne peut se mettre à la place de la personne malade, même avec la plus douce empathie. De cette expérience de vie, mon corps et mon âme se sont rencontrés, se sont parlé. J'ai compris qu'il me fallait travailler et vivre autrement, différemment. Cela, j'ai eu le temps d'y penser, de réfléchir à ma vie, à ma famille, à mon avenir. Quel chemin prendre? J'ai décidé de quitter la route nationale sur laquelle j'évoluais depuis des années pour prendre ces chemins de traverse où je pouvais voir la vie autrement plus belle, avec une âme et un corps en adéquation. Grâce à toi, Vilaine Boule. À celle qui fuit dans mon miroir, elle se regarde dans le miroir. Des larmes coulent sur son visage meurtri. Elle ne se reconnaît pas. Qu'est-elle devenue? Au fond d'elle-même, elle a mal. Elle se sent mal. Elle a fait une chute impressionnante. Un soir, elle se prépare pour aller à la gare chercher sa fille. Elle essaye de ne pas être en retard. Elle se chausse et met une veste chaude. Dehors, il pleut beaucoup. Elle ferme la porte de la maison ainsi que celle de la véranda. À peine a-t-elle mis un pied sur la première marche qu'elle se retrouve à terre, abasourdie, complètement terrifiée. Sa tête a heurté le sol dur et son poignet gauche lui provoque une forte douleur. Elle reprend conscience petit à petit, tandis que la pluie s'annonce. Elle se relève avec difficulté, rassemble ses affaires qui sont éparpillées autour d'elle. Instinctivement, dans son sac, elle recherche ses lunettes. Il manque un verre. Elle panique. Les douleurs de la tête et son poignet lui font trop mal. Elle remonte les marches avec difficulté et arrive à ouvrir la porte. Elle s'assoit sur la première chaise et porte une main à son front. Elle est couverte de sang. Effrayée, elle a la présence d'esprit d'envoyer un message à sa fille pour lui dire qu'elle sera un peu en retard. Qui est cette personne et que va-t-elle devenir? Ce sont des questions qui reviennent souvent. Si elle est ravie que ses amis l'appellent, raconter sans cesse son histoire la peine. À l'autre bout du fil, ses amis ne s'aperçoivent de rien. Elles lui disent « Bon rétablissement, ne t'inquiète pas, tu vas reprendre tes activités ». Au moment où elle raccroche, les larmes coulent toutes seules. Elle repense à cet accident qui, en un quart de seconde, a bouleversé sa vie. En chutant dans ses escaliers, elle aurait pu mourir ou même rester paralysée. À la maison, elle n'a pas d'aide. Son mari ne réagit pas, lui-même frappé par des problèmes de santé au point d'être hospitalisé. Pour elle, tout est difficile. Ouvrir une bouteille, allumer ou éteindre les lumières, c'est impossible car ses 2 bras sont immobilisés. Elle passe la plus grande partie de son temps calée entre les bras d'un fauteuil, tapis de coussins et d'oreillers. Elle regarde des séries et films pour oublier son état. La douleur est bien là, malgré les médicaments. Mais la plus grande d'entre toutes est psychologique. Contre elle, aucun remède chimique. Ce qui est le plus dur pour elle, c'est d'être dépendante. Elle qui est si active, si énergique, qui vague sans cesse entre son travail et toutes ses activités.
Des amis, des voisins, tous bien intentionnés viennent la voir, alors qu'elle ne veut voir personne. Être vue dans cet état est une autre douleur. Que dire de ces longues journées, quelquefois ensoleillées, le plus souvent grises, qu'elle vit allongée, enfermée dans sa douleur. Certains jours, des jeunes femmes gentilles et intentionnées viennent lui faire sa toilette. Elle doit passer le cap de se déshabiller, de se mettre nue devant elle. Pour se vêtir, elle a dû retrouver des vêtements très amples. Elle qui aime s'habiller, être coquette, elle n'a pas d'autre choix que de porter d'informes t-shirts. Elle a cette impression aussi douloureuse de ne ressembler à rien. Ses seules sorties, ce sont des rendez-vous médicaux. Les jours, les mois passent, son poignet lui fait beaucoup moins mal, la clavicule s'est rétablie et son genou reste endolori. Son visage est moins noir, les hématomes s'estompent. Cependant, les blessures les plus fortes sont psychologiques. Elle fixe sur cet escalier dont elle emprunte les marches régulièrement des images de la peur qui restent tenaces. Elle arrête les médicaments, elle reprend sa vie, mais au ralenti. Elle n'a pas récupéré toutes ses forces, ni tout son enthousiasme, son énergie ordinaire. Elle a l'impression que son corps ne lui appartient plus. Elle n'a qu'un désir, surmonter ce traumatisme, réapprendre à vivre avec et reprendre confiance en elle. Et pour à nouveau profiter de la vie, travailler, conduire, danser, nager, chanter et en un mot, être libre. Collège Abel Minard, Tonnerre, le 7 janvier 2025. Ma chère grand-mère, je prends enfin le temps de t'écrire cette lettre pour te dire tout ce que j'ai sur le cœur et partager un peu ce que je ressens. Quand je pense à toi, il y a une foule d'images et d'émotions qui me traversent l'esprit. Tu es la douceur, la sagesse incarnée, avec une force intérieure qui m'impressionne toujours. Ton corps, bien que marqué par les années, reste pour moi un symbole de courage et de résilience. Chaque ride, chaque geste, chaque pas témoigne d'une vie riche de souvenirs et de sagesse. Je me souviens de tes mains qui ont toujours été là pour moi, pour me réconforter, pour m'apprendre. Quand je les regarde, je vois toute la tendresse que tu m'as donnée, mais aussi la dureté de certains combats que tu as dû mener. C'est incroyable comme ton corps, dans toute sa simplicité, raconte une histoire si belle et puissante. C'est cette force que je trouve en toi, cette capacité à accepter les transformations du corps, tout en gardant une incroyable dignité. Tu as appris à aimer ton corps tel qu'il est, à l'écouter, à respecter ses limites et à profiter de chaque moment malgré les épreuves. Ce regard que tu poses sur le corps humain, ce respect et cette confiance en soi m'inspirent profondément. En te voyant, je ressens à quel point il est important de se sentir bien dans son corps, d'accepter ses imperfections et de se libérer des jugements extérieurs. J'admire ton acceptation des changements, ta sagesse qui grandit avec les années et la façon dont tu parviens à transmettre cette sérénité aux autres. Tu m'as appris à aimer mon corps, même dans ses faiblesses, à m'en occuper et à le comprendre. Aujourd'hui, en pensant à tout ce que tu m'as transmis, je rêve d'être un jour aussi forte et épanouie que toi. Mon corps, bien que jeune, porte en lui des envies, des projets et des rêves. J'ai soif de découvrir encore plus ce dont il est capable de faire, d'apprendre à l'aimer et le respecter comme tu l'as toujours fait. J'aimerais explorer de nouvelles passions, m'investir dans des projets qui me tiennent à cœur et qui me feront sentir pleinement vivante. J'ai l'ambition de poursuivre mes rêves avec courage, de m'accepter sans réserve et de vivre en harmonie avec moi-même. Mais au-delà de mes projets, j'ai aussi envie de créer un espace où je pourrais transmettre à mon tour tout ce que tu m'as appris, à travers les gestes simples du quotidien, à travers les petites attentions envers soi et les autres. J'aimerais, tout comme toi, pouvoir apaiser ceux qui m'entourent, leur offrir un peu de la sérénité que tu m'as donnée. Je veux continuer à grandir et à me libérer des pensées limitantes, à nourrir mon corps et mon âme, comme toi tu l'as toujours fait. Et je sais qu'avec ton exemple, rien ne me semblera impossible. Merci, grand-mère, pour tout ce que tu m'as transmis. Tu es et tu seras toujours une source d'inspiration infinie pour moi, avec tout mon amour et ma reconnaissance.
jamais la paix. Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté? Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours un vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idéaux, un peu macho, nous asservir, nous À celle qui cherchait sa place. Se sentir dans un corps de femme et être en harmonie avec lui, ce n'est pas toujours évident. Cela dépend aussi, surtout, peut-être de sa naissance. Vous naissez fille alors qu'un garçon était désiré, cela semble mal engagé. Pas de place pour elle, c'est une fille. Bravons les difficultés d'une enfance chaotique, elle n'a pas d'appétit, elle est trop maigre. L'adolescence lui apporte le regard et l'attention des garçons et la complicité avec les copines, une façon d'exister entre filles. Elle commence à avoir une place. Le mariage avec un copain, elle choisit d'être mère. Toujours ce besoin viscéral d'être reconnue comme femme. Toujours il lui manquera quelque chose de son enfance. Elle fait tout pour grappiller un peu d'attention. À l'annonce de son divorce, pourtant désiré par le couple, l'indifférence à son égard est revenue. C'était ses enfants qui lui avaient donné enfin une petite place, celle d'être leur mère, mais pas elle en tant qu'individu. Elle est une fois encore rejetée, et là, c'est trop. La petite fille, l'adolescent, la femme se rebelle pour exister, enfin, pour elle, par elle. On lui a claqué la porte, tant pis, elle va vivre. Après une période un peu désordonnée, tout en gardant près d'elle ses enfants, elle fera la paix avec son corps de femme, s'épanouira, elle finira même par l'aimer, ce corps. Toujours elle sera une mère aimante, tout en étant une nouvelle épouse fière d'elle et du chemin parcouru, ainsi fut jonché d'erreurs et de regrets. Elle n'avait pas les bonnes clés dès le départ. Elle aurait pu se perdre en route. Elle est arrivée à franchir les obstacles. Sa vie, c'est le présent. À nos libertés chéries. Mesdames, vous êtes libres d'avoir un enfant quand vous le souhaitez, de ne pas garder un enfant non désiré, d'aimer et d'épouser une femme, de faire un bébé toute seule. Mesdames, souvenez-vous que la contraception n'a été autorisée en France qu'en 1967, que l'avortement n'est possible que depuis 1975, que l'homosexualité était un délit jusqu'en 1982 et que le mariage pour tous n'a été voté qu'en 2013, que la PMA est accessible aux célibataires que depuis 2021. Mesdames, n'oubliez jamais que l'accès à la contraception est toujours très difficile pour la plupart des femmes, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, et même dans une moindre mesure dans certains pays d'Europe. Que les États-Unis ont fait machine arrière sur l'avortement dans un grand nombre d'États, que dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie, l'homosexualité est toujours un crime, et que 6 pays européens n'ont pas autorisé l'union entre personnes de même sexe, que l'Italie n'autorise pas la PMA aux femmes célibataires. Mesdames, rappelez-vous que des femmes comme Gisèle Halimi et Simone Veil se sont engagées et battues pour que nos représentants politiques adoptent des lois qui nous rendent enfin libres. Combien de témoignages de femmes enceintes malgré elles et qui ont avorté en se mettant hors la loi, une loi barbare votée par des hommes en 1920. C'était une époque où la femme, ne pouvant parler de sa situation à quiconque, devait trouver une solution radicale. Plus communément appelé avortement clandestin, du bricolage barbare avec ses fameuses aiguilles à tricoter, pratiqué par des femmes qui provoquaient l'avortement dans des conditions d'hygiène douteuses et dangereuses. Seuls les plus riches pouvaient se rendre à l'étranger pour avorter dans de bonnes conditions sanitaires et médicales. Que de blessures intimes et de cicatrices psychologiques à jamais. Encore de nos jours, l'avortement demeure une épreuve. C'est une décision et un acte difficile à vivre pour une femme et pour un couple. Comme a pu le déclarer Simone Veil, l'avortement n'est jamais une victoire. La loi sur l'IVG entre en vigueur le 17 janvier 1975. Cette année, nous fêtons donc ses 50 ans. Elle est inscrite depuis le 4 mars 2024 dans notre Constitution.
Mesdames, n'oubliez jamais que toutes ces lois sont fragiles et peuvent être abrogées par des gouvernements extrémistes. Restez vigilants et faites entendre vos voix dans les urnes ou sur le terrain. Combattez toute forme d'injustice faite aux femmes. Restez en toutes circonstances maître ou maîtresse de votre destin. Apprenez à vos enfants, filles et garçons, à se respecter mutuellement et à vivre en bonne harmonie. La liberté de chacun et de chacune passe par l'éducation. Chérissons nos libertés. Collège 1000, Noyères-sur-Serein, le 18 novembre 2024. Chère Madame Gisèle Halimi, c'est avec une certaine émotion que je vous écris ces quelques lignes. J'ai 14 ans et je suis en 3e. Votre parcours en tant que femme m'a beaucoup touchée. J'admire le courage et la détermination dont vous avez fait preuve tout au long de votre vie. Vous vous êtes battue pour une idée de la liberté qui est très belle, car c'est la liberté de la vie que vous avez défendue. À travers votre combat en tant qu'avocate, vous avez ouvert les yeux à vos concitoyens. Oui, les femmes sont libres de choisir. Elles seules disposent de leur corps. En faisant cela, vous avez ouvert les portes à d'autres combats. Je me demande ce que vous penseriez de notre société en 2024, des combats contre le harcèlement sexuel, de l'entrée dans la Constitution française du droit à l'IVG, le 8 mars 2024. J'ai 2 sœurs et je suis sensible au bien-être de ce que j'ai. Et grâce à vous, de nombreuses femmes peuvent elles aussi dire « Aujourd'hui, j'ai gagné mon premier petit bout de liberté ». Alors, Madame Gisèle Halimi, de tout mon cœur, je vous dis merci. Merci de vous être battue pour les femmes, pour toutes celles qui n'avaient pas la parole. Merci pour avoir fait avancer les mentalités. Merci, car grâce à vous, je grandis dans une société où j'ai appris à respecter les femmes. Et c'est avec une grande bienveillance que je vous dis au revoir. Collège Abel Minard, Tonnerre, le 7 janvier 2025. À vous, Lee Miller. J'ai décidé de vous écrire car votre histoire m'a touchée. Vous avez vécu les pires horreurs. Le fait que vous avez été violée à l'âge de 7 ans m'a profondément marquée. Je me demande comment vous avez fait pour faire de ce viol une force pour le futur. À l'âge adulte, vous êtes devenu mannequin. Vous avez fait ce métier avec courage. Mannequin est un travail prestigieux, mais difficile, contraignant. Pour être à la hauteur de toutes les exigences, vous vous êtes sacrifié durant des années. Vous posiez avec assurance et savoir-faire. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la suite de votre existence. Vous devenez photographe de guerre. Vous avez vu des corps blessés, des corps amputés, des corps affamés et le pire, des corps morts, par centaines et même par milliers. Le courage et la bravoure que vous aviez ont fait autour de vous comme une bulle. Il en fallait du courage pour voir s'écharner. Mais toutes ces formes de violence visuelle que vous avez subies vous ont aussi apporté une force considérable. D'ailleurs, cela me rappelle les violences que les femmes subissent à chaque guerre. Leurs corps, de la part des soldats, sont souvent violés par vengeance, pour humilier l'ennemi. Je me demande comment mon corps de jeune fille réagirait face à une telle violence. Je suis peinée de voir la manière dont votre corps s'est transformé. Votre corps de mannequin recueillait tous les applaudissements. Le monde vous regardait. Votre corps, le trait de votre visage était admiré. Et vous avez vieilli. Votre corps résume chaque étape vécue. Votre visage est devenu celui d'une femme meurtrie par tant d'horreurs, mais aussi par l'alcool et les médicaments que vous absorbiez pour tenir. La force et le courage ont fait de vous une femme forte. Ne naît pas Lee Miller, on le devient. Cher Lee Miller, mes mots sont sincères. C'est avec attention et honneur que j'ai pris le temps de m'intéresser à vous, à votre vécu. J'admire votre capacité à savoir bâtir et la confiance dont vous avez témoigné tout au long de votre vie. Votre histoire me permet de mieux me connaître et m'apporte un sentiment de confiance, à moi qui suis si timide, avec toute ma reconnaissance. Collège Abel Minard, Tonnerre, le 7 janvier 2025. Chère Gisèle Pélicot, je voulais vous dédier cette lettre parce que votre histoire me touche. Tout d'abord, j'aimerais vous demander si, après tout cela, vous réussissez à reconstruire votre vie et à faire, à nouveau, confiance. Êtes-vous heureuse maintenant ?
j'aimerais vous dire pourquoi votre histoire me touche autant. Je trouve que notre corps est notre bien le plus précieux. Il est à nous, rien qu'à nous. Personne n'a le droit de s'en servir comme cela, ni celui qui a été votre mari, ni personne d'autre. Votre ancien mari vous a trahi. Je ne peux imaginer la douleur que cela a dû être quand vous l'avez découvert. Un mari est la personne en laquelle on a le plus confiance, que l'on aime le plus. Dans votre cas, c'est votre mari qui vous a manipulé, drogué et, pire que tout, violé avec la complicité de dizaines d'hommes. Il vous a utilisé comme un objet, alors que vous ne méritiez pas ça. Personne ne le mérite. J'aimerais aussi connaître votre ressenti, vos sensations dans une telle situation. Car moi, si un jour mon mari me fait subir cela, je pense que je ne pourrai pas m'en remettre. Je pense aussi que vous avez tenu bon pour vos enfants. Quel choc cela a dû être pour eux quand ils ont appris ce que leur père avait fait. J'ai découvert que votre fille, Caroline, a écrit un livre, et j'ai cessé de t'appeler papa. Je trouve que cela est très bien. Elle a livré ses propres émotions. Je voudrais également vous parler du procès de Mazan. Il a duré près de 4 mois. J'espère que vos proches vous ont soutenu jusqu'au bout et qu'ils vous ont, de suite, cru. J'approuve que votre mari aille en prison, même si cela ne réparera pas tout le mal qu'il vous a fait subir pendant 9 ans. Quant aux autres accusés, je trouve malsain et honteux de leur part d'avoir affirmé qu'ils ne savaient pas que vous n'étiez pas consentante pour avoir des relations physiques avec eux et, qui plus est, filmées. C'est à eux de prendre leurs responsabilités et d'assumer leurs actes. Enfin, chère Gisèle Pellicot, je vous dis merci pour votre courage et vous souhaite le meilleur. À notre petite sœur de Téhéran. Toi, la petite musulmane qui vit en Occident et revendique de porter le voile, le hijab ou la baya, ceux qui cachent tes cheveux, ton corps tout entier, parfois même tes mains et ton visage. Toi qui obéis au diktat de ceux qui interprètent le Coran à leur façon, ton père, ton frère, ton mari, l'imam du quartier, parce que tu es en rébellion, parce que c'est fashion, parce que tu veux te singulariser, parce que tu penses que tu es ainsi une bonne musulmane. Laisse-moi te raconter l'histoire de ces Afghanes, Pakistanaises et Bengalis à qui l'on oblige le port de la burqa. Tu sais, celles qui cachent même les yeux et les effacent de l'espace public en nihilant leur féminité. Ces femmes voudraient tant exister en tant que femmes. Sais-tu que pour avoir désapprouvé cette obligation et manifesté, les Afghans sont harcelés, brutalisés, battus, soumis à des détentions arbitraires et à des actes de torture par les talibans? Sais-tu que Mahsa Amini, jeune iranienne martyre de 22 ans, a été victime des gardiens de la Révolution et des jeunes miliciens qui tirent à balles réelles dans les manifestations pour port de vêtements inappropriés? Victime d'une rafle, battue à mort, elle s'est éteinte dans un hôpital au cœur de Téhéran. Laisse-moi te raconter l'histoire de Raoul Daryaei. Assise au bord d'un muret de pierre du campus de Téhéran, les jambes ballantes, les bras ancrés sur ce banc improvisé, elle ressemble à un petit oiseau perché sur un fil dans une cage. Elle esquisse quelques pas hors de la cage, vêtue d'une simple brassière et d'un chaste boxer. Les bras repliés sous sa poitrine expriment sa détermination à affronter les mollahs. Seul virevolte et ce cheveu libre de tout lien, comme le ramage flamboyant d'un bel oiseau. Dans la feinte indifférence d'hommes et de femmes apeurés par les conséquences de cet acte, elle seule défie le pouvoir de ceux qui veulent la contraindre. Libre, elle est libre. À moi, ces images empêchent de dormir. À nous, ces images bouleversent et questionnent sur sa condition de femme bannie du paysage. À elle, elles ôtent la vie. Tu comprendras alors peut-être pourquoi la prof à qui tu tentes d'imposer comme un droit le port du voile lors des sorties scolaires, ou essaie même parfois de l'imposer en cours, pourquoi ce prof entre en résistance au risque de représailles ou d'y perdre parfois la vie. C'est la liberté de disposer de nos corps qu'il défend.
Ceci nous permet juste d'exprimer des émotions partagées par tous, en toute simplicité. Une écriture libre dans un cadre participatif. Quelle richesse que cette personne, qui, accompagnée de Jean-Jacques Charles, met en scène nos paroles dans un spectacle épistolaire, nous ouvre les portes de l'édition et nous permet de vivre une aventure originale, où chacune a trouvé sa place dans un cadre simple et amical. Merci à vous deux d'insuffler votre énergie, votre ouverture d'esprit, votre simplicité et votre bienveillance. Un grand merci à Fanny pour son soutien de tous les instants, ainsi qu'à l'équipe du Centre social. Et la bouteille, c'est pour moi. C'est moi ou le sujet est un peu plombant? Merci Fanny, merci à tout le monde, merci d'être venu. Disons-le avec des fleurs. Aux Olympettes. Tu peux te brosser, t'auras pas la bouteille. Merci à toutes et à tous d'être présents. C'est un sujet, je crois, on sent quand même qu'il y a une petite chape de plomb. C'est un peu difficile d'être léger sur ce genre de sujet. On n'avait pas du tout pour objectif d'être divertissant. Je voulais vraiment dire, et je pense que Jean-Jacques va se joindre à moi, à quel point nous sommes fiers, épatés, parce que le sujet a été vraiment très, très, très difficile. Et non seulement vous avez des qualités littéraires, mais vous avez des qualités humaines qui sont assez peu ordinaires, mesdames. Nous vous aimons. Je pense que vous pouvez vous lever, oui. Tout commence et tout termine avec de la convivialité. Donc je vous invite à partager quelques petites choses. C'est là-bas que ça se passe. Merci beaucoup.